Cette année, ça va faire 10 ans que j'ai acheté ce smartphone, le LG Nexus 5. C'était un de mes tout premiers smartphones et c'était même mon premier smartphone sous Android et c'était un sacré coup de cœur. Alors évidemment, depuis, j'ai changé de smartphone, mais voilà, je l'ai retrouvé dans un tiroir et je me suis dit, tiens, ce serait quand même marrant d'essayer de le remettre à neuf et d'installer une des dernières versions d'Android pour voir si ça marche. Et donc, si j'arrive à le réparer, et ça, c'est vraiment pas sûr, l'idée, ce serait de l'utiliser pendant quelques jours, peut-être même une semaine, pour voir si c'est encore utilisable. Bon, alors là, malheureusement, je vais pas pouvoir vous l'allumer tout de suite parce que j'ai eu un petit problème avec ce Nexus 5 qui est resté, on va dire, un peu trop longtemps tout seul dans un tiroir, ça lui a pas trop plu, et je vous montre des images à l'écran. Voilà, il y a eu un petit problème de gonflement inopiné, et donc, vous allez voir, bim, il n'y a plus de batterie. En fait, voilà, la batterie, elle avait complètement gonflé et j'ai préféré la retirer par sécurité, j'avais un petit peu peur que ça pète. Bon, en vérité, quand c'est gonflé à ce point-là, toute l'énergie de la batterie, en fait, elle s'est déjà libérée, donc ça risque pas grand-chose. D'ailleurs, preuve en image. J'ai quand même mis des lunettes de protection, vous noterez. Donc, première chose, ça va être de changer la batterie, ou en tout cas, de mettre une batterie fonctionnelle, la voici. Ce qui est cool, c'est que ça coûte vraiment pas grand chose, hein. Je crois que j'en ai eu pour moins de 10 € sur eBay, donc voilà, nouvelle batterie. Mais, avant de changer la batterie, il va falloir que je change ceci, c'est un écran LCD, donc pour remplacer celui de mon Nexus 5, qui je pense a un peu pris le soleil, parce que vraiment, il est pas en forme, hein. Du coup, j'ai pas d'image pour vous le prouver, mais il est vraiment pas en forme. Alors c'est parti pour le démontage, vous allez voir, c'est pas hyper dur sur un téléphone de cet âge. On va donc avoir besoin d'un tournevis cruciforme, ici en l'occurrence un tout petit cruciforme. Hop, celui-là ça devrait le faire. Et c'est parti. Donc, pour ceux qui savent pas, le Nexus 5, qu'est-ce que c'est le Nexus 5? Eh ben, c'était un téléphone qui avait été fait en collaboration par Google, donc en collaboration avec LG. Quelque part, c'est un peu l'ancêtre des Pixels, voilà. Qui a été un franc succès parce que c'était un téléphone assez haut de gamme avec des features, voilà, assez intéressantes. On avait un processeur pas incroyable non plus, mais quand même un Snapdragon 8, donc c'était des processeurs haut de gamme. On avait la charge sans fil, et ça sur un smartphone à 350 €, c'est quand même assez dingue. Écran Full HD, LCD 60 Hz, bon ça pour l'époque c'était tout à fait classique. On enlève la carte SIM, bien sûr. D'ailleurs vous noterez, c'était un format micro SIM et pas nano SIM, donc heureusement j'ai bien fait, j'ai gardé l'adaptateur, on va pouvoir l'utiliser. Et voilà le smartphone déjà un petit peu plus mis à nu, donc on va pouvoir commencer à débrancher les différents connecteurs, donc bon bah la batterie elle est pas là, c'est cool. A few moments later. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le démonter. Voilà l'ancien écran, vous voyez que c'est quand même un sacré miroir. Voilà. Et ce qui reste du Nexus 5 pour l'instant, pas grand chose. On va déballer le nouvel écran, unboxing en direct, bien emballé dans du papier bulle. Oh, il y a même une protection écran préinstallée, si c'est pas formidable. Voilà. Bon bah voilà, écran remplacé, on remonte tout, je mets la nouvelle batterie et on essaie de l'allumer, voir ce que ça donne. Ok, ça y est, j'ai remonté le Nexus 5, alors j'ai pas encore fermé le dos, mais déjà on va voir si on l'allume, est-ce que ça fonctionne? Réponse sous peu. Oh, ça a l'air de fonctionner. La petite animation de Google qui fait plaisir. Ouais. Ça y est, ça fonctionne, incroyable. Ouais. Et avec un bel écran tout neuf. Ça régale. Bon alors visiblement c'est vraiment, je pense qu'il n'y a rien d'installé dessus, c'est vraiment Android de base avec les applications de base. On peut voir les anciens logos, c'est marrant. Google Play Music, le Play Store avec le vieux sac en carton. Donc là si on va dans les réglages du téléphone, hein, vous pouvez voir que ça ressemble encore un petit peu à ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est quand même assez différent. Là si je dis pas de bêtises, on doit être sur Android 6 peut-être, quelque chose comme ça, je vais aller jeter un œil. Version d'Android 6.0.1, et là si j'appuie plein de fois, hop, on a le fameux petit easter egg d'Android, et en effet on est sur Android Marshmallow, Android 6.1 Marshmallow. Ok, donc c'est bon, il est réparé, il fonctionne, trop cool. Maintenant, l'idée ça va être de pas se contenter d'avoir Android 6, parce que bah ça date un petit peu Android 6, hein, ça date de 2015. Là l'idée ça va être d'installer une version beaucoup plus récente qui n'a pas été forcément prévue pour le Nexus 5, mais qui permettra de profiter des dernières fonctionnalités d'Android et d'avoir les dernières versions des applications. L'idée, ça va être d'installer une ROM custom. Une ROM custom, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une version d'Android non officielle qui va vous permettre d'installer des versions potentiellement plus récentes que ce que le constructeur du smartphone a prévu. Voilà, vous savez que généralement, les smartphones Android, c'est 2-3 ans de mise à jour. Et il y a des gens, des petits développeurs fort sympathiques, qui s'amusent à continuer à porter
les nouvelles versions d'Android sur des smartphones anciens. C'est un des gros avantages du Nexus 5, en fait c'est un smartphone qui a été extrêmement populaire auprès des développeurs, et donc en fait on trouve plein de ROM custom, et encore aujourd'hui, il y a des versions d'Android très récentes qui sont portées et utilisables sur le Nexus 5. C'est le cas par exemple avec Lineage OS qui nous permet d'avoir Android 12 sur ce Nexus 5 qui s'est arrêté à Android 6. C'est quand même assez dingue. Bon, je vous passe les détails parce que c'est quand même un petit peu technique, il y a plein de tutos, si vous avez envie de le faire chez vous, faites-le, mais attention, c'est à vos risques et périls. En gros, il va juste vous falloir un ordinateur, un câble USB et votre smartphone, vous le branchez à votre ordi, et là vous allez devoir télécharger la ROM custom sur votre ordi et la flasher sur votre téléphone via des commandes, ADB, fastboot, etc. Je vous passe les détails, vous avez un petit peu tout ça sous les yeux, et après quelques minutes, ça y est, normalement, si vous avez bien tout fait, vous allez pouvoir démarrer votre smartphone sous une nouvelle version d'Android, un nouveau système d'exploitation. Voilà, maintenant que tout ça est installé, eh ben, je vais récupérer la carte SIM qui se trouve dans mon Pixel 7 Pro, je vais la mettre dans le Nexus 5 et je vais essayer de l'utiliser plusieurs jours, voir si ça marche déjà, est-ce que l'OS est stable, est-ce que je peux utiliser toutes les applications que j'utilise au quotidien. Ce smartphone il a quand même 10 ans, donc est-ce que l'écran, l'appareil photo, tout ça c'est encore à la hauteur? On va voir. Allez, c'est parti pour un petit retour en arrière de 10 ans, et je vous raconte dans quelques jours ce que j'en ai pensé. Bah c'était pas ouf hein. Alors effectivement j'ai réussi à installer Android 12 sur ce smartphone, vous l'avez vu, mais c'était pas l'expérience la plus agréable du monde. Évidemment, on s'en doute bien, Android 12 c'est une version d'Android qui a été développée pour des smartphones relativement récents et relativement puissant du coup, et sur le Nexus 5 qui est âgé de 10 ans, c'est un petit peu compliqué. Que ce soit dans les applications ou même au sein du système, dans les paramètres, la navigation par geste, etc. Il fallait vraiment avoir le temps parce que voilà, ça ramait, c'était lent, le retour home parfois il fallait attendre 2 secondes avant que ça réagisse. C'est pas un smartphone à utiliser quand vous êtes pressé. Par exemple, une fois je me suis retrouvé bloqué à une station essence qui était fermée, j'avais à tout prix besoin de faire le plein, et je savais pas forcément quelle était la prochaine station la plus proche, donc forcément qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google Maps pour trouver cette station. Et là, mais j'ai mis peut-être 15 minutes avant de trouver un résultat parce que le temps que Google Maps se charge, voilà, que ça ouvre, que ça se débug, etc., etc. C'est un truc qui m'aurait pris 20 secondes sur mon Pixel 7, et là, ça m'a pris 15 minutes. Bon, ok, 15 minutes, j'exagère sûrement un petit peu, je pense qu'on était plus proche des 5 minutes, mais sur le ressenti, voilà, vous avez compris, j'ai pas mal regretté de pas avoir pris mon Pixel à ce moment-là. Bon, à la limite, tout ça, pour quelqu'un de vraiment patient, c'est pas forcément un problème. Moi, c'est sûr, je venais d'un Pixel 7 Pro, donc, voilà, le downgrade, tu le ressens bien. Malheureusement, toutes ces lenteurs, c'était loin d'être le seul problème sur cette version non officielle d'Android, et pour moi, le plus gros problème, vraiment le truc qui faisait que c'était impossible à l'usage, c'était l'autonomie. Niveau autonomie, c'est simple, vous aviez 2h30 grand max d'autonomie par jour. C'est compliqué. Et en fait, à en croire le graphique d'utilisation de batterie, c'est la recherche de réseau qui pompait quasiment la moitié de la batterie. Voilà, le téléphone était constamment en train de rechercher une antenne, je sais pas trop pourquoi, sûrement un problème d'optimisation de cette version non officielle d'Android, mais voilà, le fait est que, même en restant chez moi immobile, connecté au Wi-Fi, le truc passait son temps à chercher des antennes et donc fumait complètement la batterie. En plus de ça, j'ai eu plein de crashs et plein de redémarrages intempestifs du smartphone, donc bref, au final, je me suis dit, c'est pas possible. Malgré tout, j'ai quand même décidé de lui laisser une seconde chance, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de réinstaller la dernière version officielle d'Android pour ce smartphone, à savoir Android 6 Marshmallow. Je me suis dit qu'en faisant ça, j'allais vraiment revenir sur quelque chose de stable, un OS qui a été conçu pour ce smartphone, et donc régler potentiellement tous les problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, première chose, aujourd'hui, on en est à Android 13, donc revenir sur Android 6, vous vous doutez bien qu'on va perdre pas mal de fonctionnalités qui ont été implémentées au cours du temps. La première de ces fonctionnalités, regardez, rien ne se passe. Aujourd'hui, avec les smartphones récents, on est habitué à ce que, paf, quand on appuie sur l'écran, ça réveille le smartphone, pareil, quand il est posé et qu'on le prend, hop, il y a l'heure qui s'affiche, il y a les notifications qui s'affichent. Sur celui-là, c'était pas encore le cas, et donc à chaque fois que vous voulez consulter l'heure, vos notifs, etc., vous êtes obligé d'aller appuyer en haut à droite sur le petit bouton de verrouillage, et c'est quelque chose dont on a complètement perdu l'habitude aujourd'hui. Ce bouton, on l'utilise uniquement pour reverrouiller notre smartphone aujourd'hui. Ça paraît pas grand chose, mais vraiment au quotidien, c'était assez frustrant à l'utilisation, j'avais vraiment l'impression de perdre du temps inutilement. Deuxième truc auquel on est habitué depuis maintenant pas mal de temps sur Android et sur iOS, c'est la navigation par geste. Vous savez, cette petite barre en bas de l'écran, vous faites swipe vers le haut pour revenir à votre écran d'accueil, vous swipez sur les côtés pour naviguer entre les applications du multitâche, et vous avez également le retour de chaque côté de l'écran, très pratique. Et ben ça, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout à l'époque d'Android 6, et donc tout ce qu'on avait, c'était ces trois boutons en bas de l'écran, le bouton retour, le bouton home et le bouton multitâche.
Alors en vrai, je sais bien, hein, c'est une question d'habitude, et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de gens qui utilisent ce système aujourd'hui, même sur des versions récentes d'Android, on a toujours le choix. Mais quand on s'est habitué à la navigation par geste, c'est vrai qu'il y a certains trucs qui nous manquent, comme le fait de swiper rapidement entre les applications du multitâche, ça c'est quand même très pratique, ou même tout simplement le geste pour avoir accès au retour de chaque côté de l'écran. Là non, il faut à chaque fois aller le chercher en bas à gauche. Pour continuer sur le logiciel, il y a une autre feature qui a été introduite un petit peu plus tard sur Android, je crois que c'était sur Android Oreo, donc Android 8.0, c'est le remplissage automatique des mots de passe intégrés directement au clavier Gboard. Ça c'est ultra pratique, et donc il n'y avait pas encore ça à l'époque. Alors on avait quand même un truc qui s'appelait Google Smart Lock, qui était en fait une espèce de pop-up, une petite fenêtre qui popait voilà, quand vous lanciez Spotify, YouTube, etc., toutes vos applications où vous avez besoin de vous connecter. Une petite fenêtre du coup qui apparaît et qui vous propose de rentrer automatiquement votre identifiant et votre mot de passe. Mais ça marchait vraiment pas aussi bien qu'aujourd'hui. Moi globalement sur 4 applications où j'ai dû me connecter, elle s'est pointée qu'une seule fois. Bon voilà, c'est un petit peu pénible. Et enfin, une autre fonctionnalité qu'on a vraiment pris pour acquis aujourd'hui, mais qui n'existait pas à l'époque, c'est le Picture in Picture. C'est, vous savez, le fait d'avoir, par exemple, quand vous lancez une vidéo sur YouTube, vous allez retourner sur votre écran d'accueil, et en fait, la petite vidéo, elle va se mettre dans une petite fenêtre, et vous allez pouvoir continuer à la regarder en allant sur d'autres applications. Ça, c'est ultra pratique, et c'est quelque chose qui n'existait pas à cette époque-là, on peut pas le faire. Alors, dans le cas de YouTube, si vous avez YouTube Premium, vous allez quand même avoir la possibilité d'écouter l'audio de la vidéo en arrière-plan. Par contre, la vidéo, bah, si vous voulez la voir, il faut à tout prix être dans YouTube. Alors évidemment, des fonctions logicielles qui manquent sur Android 6 par rapport à Android 13, il y en a sûrement plein d'autres. Moi, c'est celle-là, celle que j'ai vraiment remarqué directement et qui me manque le plus. Mais il y a un autre truc qui me manque énormément et qu'on prend tous pour acquis aujourd'hui, qui fait pas partie du logiciel, mais qui fait vraiment partie intégrante du design, du hardware du téléphone, c'est un capteur biométrique pour déverrouiller votre smartphone. Donc ça peut être un capteur d'empreinte, ça peut être Face ID sur l'iPhone, hein, pour la reconnaissance faciale, un capteur d'iris, etc., etc. Bref, un truc qui permet de vous identifier à coup sûr et qui vous permet surtout de vous passer 2 mots de passe. Sur le Nexus 5, tout ça, ça n'existait pas, il n'y avait pas de capteur d'empreinte. Le premier smartphone qui a vraiment popularisé à fond le capteur d'empreinte sur smartphone, bah, c'est l'iPhone 5. Sur le Nexus 5, tout ça, ça n'existait pas, il n'y avait pas de capteur d'empreinte, et donc quand vous allez dans les options de verrouillage d'écran, il nous proposait uniquement un mot de passe, un code PIN ou, attention moderne, un schéma. Et oui, c'était le truc le plus technologique à l'époque, hein, vous pouviez faire un petit dessin comme ça pour déverrouiller votre smartphone. Un capteur biométrique comme ça, c'est le genre de truc dont on se rend pas vraiment compte à quel point c'est pratique jusqu'au moment où on nous l'enlève, parce que là je peux vous dire que taper mon code PIN à chaque fois que je voulais utiliser mon smartphone, c'était très lourd. Et en fait ça encourage tout simplement pas du tout à sécuriser son téléphone, on a juste envie de virer le mot de passe et de pouvoir vite accéder à son téléphone. Voilà, c'est quand même pas terrible. En dehors de ça, sur Android 6, le smartphone tourne plutôt bien. En tout cas, il tourne beaucoup mieux que ce que c'était sous Android 12. Au niveau de l'OS, c'est plutôt fluide. Si vous allez dans les paramètres, la navigation, etc., ça marche plutôt pas mal. Maintenant, faut quand même garder en tête que les applications, elles ont été mises à jour, et aujourd'hui, elles sont plutôt optimisées pour des smartphones récents. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Ça veut dire que, bah là, si je lance Twitter, Spotify, etc., l'expérience sera beaucoup plus lente aujourd'hui sur le Nexus 5 que ça pouvait l'être à l'époque sur les anciennes versions de Twitter. Regardez, là j'essaye de lancer Twitter par exemple, bam. Voilà, c'est long. Et voilà, et donc vous avez vu, ça met quand même vachement longtemps à se lancer, et même sur des smartphones très entrée de gamme récents, c'est beaucoup plus rapide. Donc le smartphone en lui-même, ça allait, mais on parle d'un smartphone, et un smartphone, ça tourne quand même vachement autour des applications qu'on installe dessus, et à ce niveau-là, c'était vraiment pas très confortable et pas très recommandable aujourd'hui. Voilà, je vous conseillerais pas d'acheter un Nexus 5 pour remplacer votre smartphone actuel, c'est pas forcément un très bon plan. Alors en disant, il y a autre chose qui a beaucoup évolué sur les smartphones, et vous vous en doutez sûrement, c'est l'appareil photo. Le Nexus 5, déjà en 2013, il n'était pas spécialement réputé pour la qualité de son appareil photo, donc vous vous doutez bien que 10 ans plus tard, ça pique un peu. J'ai fait quelques photos pour le comparer au beaucoup plus récent Pixel 7 Pro, et beaucoup plus haut de gamme d'ailleurs, hein, c'est absolument pas fair play, mais on s'en fout, c'est pour rigoler. Et on peut voir que la principale différence, ça va se jouer sur à quel point le Pixel est capable de voir beaucoup plus loin dans les hautes lumières et dans les ombres en simultané, hein, c'est ce qu'on appelle la plage dynamique. Et même si les photos sont objectivement bien plus qualitatives sur le Pixel 7 Pro que sur le Nexus 5, on peut noter qu'il y a quand même pas mal de gens qui préféraient le côté naturel du rendu du Nexus 5. C'est vrai qu'à l'époque, les algorithmes étaient beaucoup moins poussés, beaucoup moins importants dans le rendu de la photo, et donc on avait des photos qui au final étaient beaucoup plus proches de ce que je pouvais voir avec mes yeux, et je comprends que ça puisse plaire à beaucoup d'entre vous. Ce qu'on peut noter quand même sur le Nexus 5, c'est que dès qu'on faisait des photos, il y avait un petit peu d'ombre, ça manquait un petit peu de lumière, tout de suite ça bruitait énormément, hein, voilà, il était très peu performant en basse lumière. Là vous voyez une photo prise le soir juste après le coucher de soleil, quand on regarde dans le ciel, ça pique un peu les yeux. Autre chose en disant qu'il a pas mal évolué, c'est la qualité sonore. Alors je vais vous faire écouter, vous allez me dire si vous entendez une grosse différence en commentaire, n'hésitez pas, c'est parti. Aujourd'hui, on va élire quel est le meilleur photophone à 500 €, c'est parti.
Aujourd'hui, on va élire quel est le meilleur photophone à 500 €. C'est parti. Je vais dire que je regardais des films là-dessus. Oh merde. Et allez, dernier point, histoire de vraiment finir ce smartphone et de l'achever le pauvre, c'est le port de charge qui était donc un port en micro USB et non pas en USB-C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait un câble extrêmement fragile qui n'était pas réversible, donc on pouvait le rentrer que dans un sens. Et c'est assez frustrant, mine de rien. C'est vraiment l'USB-C, c'est un gros plus, on s'en rend pas compte, mais ça fait du bien. D'ailleurs, ce Nexus 5, vous vous en doutez bien, il a pas mal subi l'épreuve du temps, et même niveau mécanique, ça a pas mal vieilli. Le téléphone, il est essentiellement construit en plastique, et au niveau des tranches, on a pas mal d'endroits où c'est un peu pété, hein, carrément. Et le truc le plus handicapant, c'était le bouton Power, le bouton de verrouillage, qui en fait était probablement un peu encrassé, et qui restait bloqué sur la position appuyée. Et donc ce que ça faisait, c'est que le smartphone, en fait, il redémarrait en boucle, non-stop, comme ça, et je pouvais rien faire. Au final, j'ai fini par l'ouvrir, à complètement démonter la carte mère, et avec un petit coton-tige imbibé d'alcool, je suis allé un petit peu titiller le petit bouton Power, et au final, voilà, ça a fini par réparer le truc. Voilà, ça fait partie des aléas d'utiliser des smartphones qui ont 10 ans de vécu. Bon bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce petit Nexus 5, je suis assez content d'avoir pu le raviver un petit peu pour en faire une vidéo, parce que c'est vraiment un smartphone qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Dites-moi si vous aussi vous l'avez eu, je sais qu'il a été assez populaire parmi les fans d'Android, et à raison, c'était un très bon smartphone à un très bon prix. Mais aujourd'hui, il est quand même temps qu'il prenne sa retraite, et là je peux vous dire que je suis très content de retourner sur un smartphone un petit peu plus sérieux. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous pouvez également mettre un j'aime et nous suivre sur tous les réseaux sociaux, vous avez les liens dans la description, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!